Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez. On est dans le récap film de mars, donc des films que j'ai vus en février, et ce mois-ci j'en ai vu 3, et on commence tout de suite. Le premier film que j'ai vu en février, c'est Glass de Night Shyamalan. C'est un peu dommage. Il aurait pu être un chef-d'œuvre, il aurait pu être exceptionnel, mais il y a certains partis pris de réalisation, quelques intentions dans la réalisation qui gâchent un petit peu le tout, et dans le sens et dans la forme. L'histoire, je l'ai trouvée vraiment intéressante, surtout que c'est servi par des personnages qui sont assez forts et plutôt bien écrits, tous de manière générale. La fin, à l'intérieur même du film, et à l'intérieur même de ce que le film essaye de mettre en place, et met en place, ça fait très sens et c'est vachement intéressant. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai aimé ou pas? Je suis pas vraiment sûr d'avoir la réponse et c'est une des choses qui fait que c'est vraiment intéressant. Les acteurs sont vraiment très très bons avec James McAvoy qui a peut-être eu à faire un travail encore plus difficile que sur Split parce que là les changements d'une personnalité à l'autre sont visibles quasiment à chaque fois à l'écran. Là, il les enchaîne, surtout à la fin, et c'est très très impressionnant. Samuel L. Jackson qui a l'air de bien s'éclater en Mr. Glass, en tout cas j'aime beaucoup comment il le fait. Bruce Willis qui est très bon aussi, j'aime beaucoup au début quand il a sa promenade où il part chasser des méchants, que j'ai trouvé vachement convaincant, et tout le passage sur le doute aussi, je l'ai trouvé très convaincant et très sensible. Tout le film est très très bien réalisé. Les plans à la Night Shyamalan sont toujours très beaux, très bien composés, des très belles couleurs à chaque fois. Ça se voit que les plans sont très travaillés, ça marche avec le côté comics. Mais ce que ce film a justement peut-être moins bien fait que sur Incassable ou Split, c'est justement d'être constamment sur cette ligne entre le fantastique et le réel. Le film, je pense, aurait pu gagner à certains moments à être ou à avoir l'air moins travaillé. Je pense notamment au passage où la psychologue fait une séance avec les trois personnages en même temps, donc Mr. Glass, Kevin et David Dunn. Tout ce passage, en fait, en étant hyper travaillé, affirme ce côté fantastique. Le problème, c'est que c'est censé être un moment de doute, et on est censé douter du fait que ce sont des super. Je pense que, au moins, tout un passage de cette scène aurait gagné à avoir l'air moins travaillé. Parce que le problème, c'est que du coup, cette scène qui est censée mettre le doute est tellement travaillée visuellement parlant qu'on n'a pas de doute. Par contre, le plus gros point noir de ce film, c'est le combat à la fin. Plus tôt dans le film, même au début du film, il y a un premier combat entre le personnage de Bruce Willis, David Dunn, et la bête. La bête. Et cette scène est vraiment impressionnante parce que il n'y a pas énormément de musique, mais ça c'est normal parce que même sur un film de super-héros, là on est sur un monde réel, ou en tout cas réaliste, et donc du coup c'est normal que les musiques soient plus discrètes. Mais cette scène est vraiment prenante avec le sound design parce que justement on est dans le noir, on voit presque rien, et on a justement toute cette pression qui arrive avec le bruit de la bête qui arrive doucement, on a des bruits de pas très rapides d'un côté, des bruits très étranges à gauche, à droite, on sent une menace qui pèse et qui arrive sur nous grâce au sound design. Sur le combat après lui-même, étant donné qu'on est dans un espace clos, on a une résonance proche qui nous rend nous-mêmes très proches des personnages et du combat. On a le bruit des pas, on a le bruit des coups, on a le bruit des choses qui se cassent, on a le bruit des respirations qui sont très très proches. Tout ça, ça joue énormément. Pour dire à quel point le sound design est important dans une scène de combat, il est généralement plus fort que la musique, et parfois il est même plus fort que les dialogues. Les dialogues qui sont la chose la plus importante du film normalement et qu'on est censé entendre à tout prix. Le problème sur ce combat à la fin, c'est que ils sont au milieu de nulle part, ils sont sur un gazon et sur un espace totalement dégagé. Le bruit des pas est feutré parce qu'ils marchent sur l'herbe, ils se cognent dans rien, ils se tapent jamais, et comme ils sont dans un espace ouvert, il n'y a pas d'écho avec le souffle. Et en plus, ils sont filmés de loin, donc on n'a pas ce bruit de souffle qui est beaucoup plus près et qui dynamise énormément. Donc non seulement à l'image, c'est un peu pauvre, un peu ridicule même, sauf un petit passage d'ailleurs où ils se battent juste à côté d'une camionnette, et là voilà, ils se rendent dedans, la camionnette valdingue, il y en a un qui donne un coup de poing dans la tôle, ça déforme la tôle à l'intérieur, c'est très impressionnant. Ce combat donc, avec visuellement, qui se passe pas grand chose, qui au niveau du sound design est un peu mou, parce que il y a pas moyen d'avoir de bruit à l'intérieur, et ben c'est aussi un peu renforcé par la musique. Alors la musique de manière générale du film, elle est discrète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est normal parce que le film a un point de vue plutôt réaliste. Donc ça marche très bien sur la quasi-totalité du film qui a ce côté très réaliste, mais là qu'on a besoin d'avoir quelque chose de plus fantastique, quelque chose qui sort de l'ordinaire, la chose qui nous montre vraiment que c'est un film fantastique au sens premier du terme, c'est-à-dire de l'arrivée du surnaturel dans le quotidien,
Et ben la musique de Wes Dylan Anderson, eh ben elle est un peu molle, elle manque d'épique, elle manque par exemple de percussion pour montrer un petit peu le côté martial, le côté difficile de ce qui est en train de se passer. Il manque des cuivres par exemple pour montrer l'importance, pour donner de l'épique, pour donner la grande histoire, les choses qui dépassent les personnages, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Le combat se passe avec la ville de Philadelphie en arrière-plan. Et les méchants vont essayer de faire quelque chose de mal dans la ville de Philadelphie. Évidemment, c'est les méchants. Les conséquences de ce combat les dépassent tous les personnages, et ça se sent pas du tout dans la musique. Ça manque beaucoup d'épique, ça manque beaucoup de faire ressortir ce côté fantastique. On n'est plus censé vraiment avoir de doute entre le réaliste et le fantastique à ce moment-là. Percussion et cuivre, c'est des exemples, on va dire, très classiques de comment rendre le côté épique et le côté important de ce qui est en train de se passer. Mais même s'il y avait d'autres moyens, ils sont pas là. C'est même pas comme si ce passage était avec des images magnifiques, hyper dynamiques et un sound design de gueudin. Dans ce cas-là, la musique, oui, elle peut se permettre d'être moins présente parce qu'il y a d'autres éléments à l'image et en termes de son qui permettent de faire retranscrire ça. Mais là, c'est pas le cas. On aurait besoin que la musique soit là pour compenser. Et c'est même pas le cas. Et vraiment, ça rend cette scène de combat à la fin ridicule. C'est ridicule. On dirait deux clodos en kawaii et l'autre à moitié torse nu en train de se battre à la sortie d'un bar complètement bourré. Alors oui, sans devenir un truc à la Marvel hyper grandiloquent, etc., il y a quand même un monde entre avoir une musique molle et avoir une musique à la Marvel. Il y avait quelque chose à faire. Je ne comprends pas. Manifestement, il y a un problème. Et ça a échappé à tout le monde avant de sortir le film, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour continuer sur le son et sortir un petit peu de tout cet aspect, j'ai vu le film en version française, donc je peux parler du doublage, qui était majoritairement plutôt pas mal. Voire même bien, voire très bien, au tout début avec la voix de Kevin, la voix de la bête qui donnait au tout début était vachement impressionnante. Et puis je sais pas pourquoi, au fur et à mesure du film et encore plus à la fin, la voix de Kevin était de moins en moins bien, enfin le doubleur de Kevin était de moins en moins bien, et la dernière phrase prononcée par le personnage de James McAvoy dans le film, c'était un peu la cata quoi, et c'est d'autant plus bizarre que c'était vraiment bien en début de film. Le deuxième film vu en février, Alita Battle Angel, le premier avis sur les réseaux sociaux que j'ai posté de ce film, c'est waouh, juste waouh. Plus j'y pense, et plus c'est vrai. Pour commencer quelque part, les images sont magnifiques, les effets spéciaux sont oufissimes, mais pas oufissimes comme j'ai dit jusque-là. Si avant j'ai pu dire que les graphiques étaient ouf, voire oufissimes, mais ce film leur met la misère, mais dès le début. Le premier corps robotique de Alita a tellement de détails dessus, le côté céramique, un peu plastique, est vraiment très très bien fait, en plus translucide, donc quand elle découvre son corps au début, il y a tout un effet de lumière à travers les doigts qui est vraiment magnifique, c'est hyper réaliste. Rosa Salazar qui incarne une Alita qui commence à l'enfance, qui a la crise d'adolescence, devient, à sa face rebelle et devient une vraie femme guerrière à la fin, qui a une progression qui est très très belle et plutôt bien jouée. Christopher Waltz enfin dans un rôle différent de l'espèce d'immonde créature qu'il était dans Inglourious Bastard. Enfin, il a un rôle différent qui joue très très bien en tant que professeur Ido, la figure un peu paternelle qu'il incarne de manière très sensible, c'était vraiment beau à voir. Les designs des robots sont tous variés, ils sont tous extrêmement beaux, des corps qui sont encore très humains à des choses complètement exagérées et jusqu'à carrément des voitures. Les mecs, ils ont des roues, ils ont des pare-brises, ils ont des massues à la place des mains. Surtout sur le passage du motorball, qui sont vraiment hyper beaux, hyper bien réalisés, hyper impressionnants. Bref, le sound design est étonnant du fait qu'il soit réaliste. Et ce que j'entends par réaliste est vraiment hyper réaliste. C'est-à-dire que les sons ne sont pas exagérés. Les bruits des pas, les bruits des combats, ils sont jamais trop compressés pour les rendre plus impressionnants, notamment les bruits de robots qui font très peu, voire pas de bruit. Et oui, c'est normal que dans un monde de SF où t'as des robots partout et des robots policiers, ils fassent pas de bruit. Sinon, ça serait ingérable. T'imagines si le moindre truc qui se baladait dans ta rue faisait un bruit de ouf à chaque fois que tu te lèves, tu fais zzz, 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 à chaque fois. Oui, c'est normal dans un monde futuriste où il y a des robots partout, ils ne font pas de bruit. C'est normal. Mais par contre, les bruits de contact, donc les bruits de pas, quand on touche les choses, quand on touche quelqu'un, tous ces bruits sont présents
et restent eux aussi très naturels, donc jamais exagérés, mais ils sont tous présents. Mais du coup, dans la première scène où on voit un bras mécanique, le film nous raconte par l'image que c'est tellement commun que c'est pas du tout mis en avant, même la première fois qu'on le voit. Pour qu'on ait prête attention, ils ont exagéré le bruit mécanique. À ce moment-là, il y a une main mécanique qui se déplie, qui fait bzzz, et c'est très étonnant parce que juste après, tous les robots ne font pas de bruit. Les bruits de combat ne sont pas surexagérés, les ordinateurs et le clavier ne font pas blip et bloop à chaque fois. Tout ça pour dire que le sound design rajoute énormément au message du film, mais plus qu'un message, c'est un leitmotiv, c'est un parti pris, c'est Alita est humaine. Point. Les questionnements transhumanistes, rien à foutre, à la poubelle. On entend à peine parler de possible discrimination avec les robots, avec un pote d'un personnage important qui dit à un moment donné « Ouais, j'aime pas trop les tout métal », avec sa pote juste à côté qui le regarde et qui lui dit un petit peu « Mais quel bâtard !» Et de toute façon, c'est très bien expliqué par la phrase que dit le personnage d'Hugo à Alita à un moment donné « Tu es la personne la plus humaine que j'ai jamais rencontrée. » Venant d'un mec qui est tout de chair et de sang, ça tombe sous le sens. Et ça marche, le film est d'une réalité confondante, c'est un truc de fou. Donc ce message est aussi retransmis par la musique de Genki XL, ou plutôt Tom Holkenborg, qui a également composé la musique de Mortal Engine et Deadpool 1. Et il a fait une musique qu'on pourrait vraiment appeler de romantique. Pas dans le sens des sentiments amoureux, même s'il y a l'amour dans le film, mais dans le sens du mouvement de musique classique, si je puis m'exprimer ainsi. Mouvement de musique qui a pour particularité de mettre en avant le sentiment et l'expression de ses sentiments. Et on a vraiment une musique qui met vraiment beaucoup en avant, 1, le drame et l'épique, et 2, les sentiments des personnages. On comprend vraiment bien qu'est-ce qui se passe intérieurement, surtout pour Alita, mais surtout les personnages de manière en générale. La musique renforce aussi cette impression de réalisme dans le fait qu'on est vraiment sur de la musique orchestrale, quasiment pure. Il y a très peu d'instruments virtuels manifestes, style synthé qu'on pourrait entendre. Le côté dramatique et impressionnant, il est pas mal retransmis par les cuivres et les cordes qui se font constamment un jeu de questions-réponses. Il n'y a pas énormément de percussions, mais même quand elles sont là, elles sont pas compressées. En tout cas, ça n'a rien à voir avec un genre de Transformers, donc on garde beaucoup ce côté naturel. Et tous ces instruments naturels, justement, donnent un côté organique, réel au film. Le moment où la musique est plus électronique se cantonne au motorball, qui est un sport hyper violent où des robots hyper vénères se tatanent en essayant de jouer au basket sur des rollers. What ? Bref, à ce moment-là, on a une musique qui est manifestement beaucoup plus électronique. Beaucoup plus électronique, faut pas déconner. Il y a surtout des instruments d'orchestre qui sont toujours très présents, avec de temps en temps plus de synthés qui se font enfin entendre de manière manifeste. Ça se sent du fait que par exemple les percussions soient plus compressées, ça a toujours rien à voir avec ce qu'il y avait dans les Transformers, mais le son est un peu plus compressé et il fait ressortir tous les temps forts et la musique sonne comme la pompe typique qu'on peut entendre dans de l'électro moderne, on l'entend sur toute l'électro. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est, je vais pas rentrer dans les détails de la sidechain compression, de comment on obtient cet effet, mais sachez que ça sonne comme ça. On a des synthétiseurs qui arrivent manifestement pour la première fois, mais là encore, ils sonnent plutôt comme des trompettes badass plutôt que des trucs style néon qu'on peut entendre dans Tron. Et enfin, j'avais entendu quelque part que la musique électro, c'est un peu la version moderne des musiques tribales. Et quelque part, c'est vrai que cette arène, avec des combats hyper violents et primaires, quelque part, ça fait sens, cette analogie. Et je trouve que ça donne aussi beaucoup de sens à tout ce passage. J'avais dit que j'avais revu le film une deuxième fois, dans une salle normale, donc sans le Dolby de fou et en 7.1, en version française, et les doublages étaient pas mal, mais je préfère la version originale, y a rien à faire. Mais ce qui m'avait marqué, c'était le fait que j'ai eu l'impression que le sound design et les bruitages étaient plus forts, donc ce qui rend un peu caduque, enfin pas complètement, mais qui abaisse un petit peu la sensation que j'avais dit de réalisme au début. La musique était un peu moins forte, donc ce qui réduit son impact, et les dialogues étaient un peu plus forts. Ce film était vraiment excellent, et moi qui suis très fan de manga, maintenant j'ai une envie folle de voir tous les animés, de lire tous les mangas, de voir tout ce qui s'est fait, de lire toutes les théories dessus, de voir toutes les fanfictions, bref, je veux tout voir. Troisième et dernier film vu en février, Le Chant du Loup, donc réalisé par Antonin Baudry, qu'il soit porté à mon crédit
qu'il soit porté à mon crédit que j'ai aimé un film français. Quelque part, c'est un peu un ovni dans le paysage du film français, notamment parce que c'est un film de guerre et de sous-marin, mais en plus par la tension réelle qu'il y a dans ce film. Il m'a fallu un moment pour en ressortir, pour évacuer un peu tout ça. Il m'a fallu plusieurs minutes, il a fallu que je sorte du cinéma et qu'on marche un petit peu avant de pouvoir commencer à parler, tout simplement. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à dire un mot avant d'être complètement sorti du cinéma. Et si on se demandait ce que le cinéma français peut apporter aux films de guerre et aux films de sous-marins, clairement, c'est ce genre de film. Les Américains, ils montrent la guerre, ou en tout cas au moins les soldats sublimés, la guerre fantasmée en quelque sorte. Là, on a vraiment la guerre telle qu'elle est vécue par les soldats. On voit constamment qu'ils sont très conscients de la gravité de ce qu'ils font et des responsabilités qui pèsent sur eux. C'est très très impressionnant. Ça ressort d'autant mieux que les acteurs sont incroyables. Reda Kateb, Omar Sy et François Civil sont vraiment excellents. Peut-être légèrement moins pour Omar Sy, mais c'est vrai que face à la performance de Reda Kateb et surtout François Civil qui incarne le personnage principal, surtout les passages où on est à la place de l'écran qu'il est en train de regarder et qu'on voit qu'il est en train de réfléchir, ces moments sont vraiment incroyable et dans le jeu d'acteur et dans la pression que ça met. Ces passages étaient les plus importants et c'est vraiment ceux qui sont les plus réussis de tout le film. Pour parler du son, le sound design du film est vraiment très très bon. D'ailleurs, comme je savais que tout le film reposerait surtout sur le son, puisque le personnage principal, son travail c'est d'analyser les sons dans un sous-marin et de les catégoriser, c'est-à-dire ça c'est une baleine, ça c'est un dauphin, ça c'est tel sous-marin de tel pays, de tel modèle, ça c'est un porte-avions, ça c'est un hélico, ça c'est un machin, ça c'est un truc. Donc tout le son était très très important. C'est pour ça qu'on est allé le voir dans la salle Dolby. Ils ont fait un travail vraiment vraiment excellent. Surtout que comme on est dans un sous-marin et qui capte des sons de loin, tous les sons qu'il reçoit sont beaucoup dans les graves. Et ils sont tous très étouffés. Mais en même temps, ils arrivent à les rendre tous différents les uns des autres. Alors, pourquoi on entend surtout les graves quand quelque chose vient de loin? C'est parce que les longueurs d'onde plus longues, donc celles qui ont des fréquences plus basses, c'est-à-dire les graves, se propagent plus facilement et plus loin que les sons plus aigus. C'est pour ça que quand il y a le tonnerre qui gronde, on entend le grondement et pas le claquement qu'on peut entendre quand on est très près. Bref, le sound design est vraiment hyper bien géré. Ils arrivent à nous faire sentir un objet qui est censé être indétectable. Et ils y arrivent, et c'est vraiment très très fort. C'est très bien joué aussi sur le sens du film, par exemple. Même quand ils sortent du sous-marin, tout ce sound design de l'eau et des sons qu'on a pu entendre dans le sous-marin au début continue et accompagne les personnages sur la terre ferme. Et ça renforce aussi la citation de Aristote, du coup j'ai pensé à y penser, au début du film, qui dit il y a 3 types d'hommes, les vivants, les morts et les marins. Et c'est vrai que on ressent vraiment dans ce film que même sur Terre, ils ont jamais vraiment quitté le sous-marin. De la même manière sur les sons qui sont présents, c'est très intelligent sur les sons qui ne sont pas présents. Par exemple, on a plusieurs fois dans le film, donc cette fille qui a rencontré le personnage et qui tombe amoureux, les deux, qui vient le rejoindre sur un ponton, qui vient mettre ses mains sur ses yeux, discrètement derrière, pour lui demander qui c'est. Et à chaque fois, juste avant qu'elle arrive, il se retourne et il la prend dans les bras. Et ce qui est très fort, c'est que on n'entend pas ces bruits de pas à elle. Alors qu'il y a d'autres personnes et qu'il y a tous les autres bruits, il y a le bruit de la mer, le bruit des autres gens qui jouent, les bruits de pas des autres personnes, on n'entend pas ces bruits de pas à elle, alors que lui il les entend. Et c'est très bien joué parce que ça nous fait sentir que ce personnage est très fort sans avoir besoin d'avoir un chef militaire qui nous dit « Cette personne extraordinaire, elle peut entendre le bruit d'un paix de chameau à 3000 km alors qu'il est au fond de ce sous-marin. » Et tous les autres personnages qui regardent avec les yeux grands ouverts et impressionnés « Oh, c'est incroyable, bon télévine !» Et je pense que le point le plus intéressant aussi, c'est à quel point le sound design se mélange à la musique du duo américain et canadien Tom and Andy, qui ont fait la musique de pas mal de films, notamment de Resident Evil. Et c'est très intéressant parce que ils utilisent vraiment tout ce sound design avec ces sons graves et ces basses, et en fait, ils ont réussi à les intégrer comme rythmique à l'intérieur de la musique. C'est très très bien joué. Musique qui est très aérienne en quelque sorte, puisque un sous-marin dans l'eau, ça peut beaucoup ressembler à, par exemple, un vaisseau dans l'espace, puisque manifestement, il flotte au milieu de nulle part. C'est des notes très longues qui arrivent avec un long fade-in et un long fade-out, c'est-à-dire qui arrive doucement, qui repart doucement, comme si, voilà, on était à l'intérieur de l'eau.
puisque c'est le cas. Donc toute la musique a cet aspect sound design qui est très intéressant, qui se mélange très bien au son naturel qu'on entend dans le sous-marin. Et je pense notamment à un passage qui est vachement intéressant où il y a un combat à un moment donné contre un hélicoptère et les bruits de pales de l'hélicoptère donc qui s'entendent à travers l'eau, mais voilà, encore une fois grave et étouffé. Et il a intégré ça à la musique, ce qui lui donne des percussions rapides qui vont très bien avec ce moment d'action. Plus tard dans le film, on a de la musique donc qui fait plus musique de film et elles m'ont un peu déçu. Je pense qu'il y a un problème de mixage et d'arrangement un petit peu. Je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par là. On a beaucoup de cordes de violon, par exemple, qui eux ont plutôt la charge de représenter les sentiments personnels, donc la petite histoire, c'est-à-dire la vision des personnages. Et on a les cuivres, et notamment les cuivres graves, qui sont plutôt chargés de faire ressentir la grande histoire, l'épique, le grandiose, les choses qui dépassent les personnages et qui affectent quelque chose de beaucoup plus grand que tous les personnages réunis. Sur les passages où il y a la musique, donc qui est orchestrale, violon, cuivre, percussion, etc., on a toujours beaucoup de violon, mais on a très peu de cuivre. On a presque pas de percussion, mais ça c'est géré par le sound design avec tous les graves, comme je disais tout à l'heure. Mais clairement, ce qui se passe, c'est important. Ce qui se passe, c'est gravissime. Ce qui se passe a besoin de nous faire ressentir qu'il y a des implications énormes. On a besoin de sentir que c'est la grande histoire qui se joue. Alors oui, je sais, dans les films français, on est plutôt sur la petite histoire et sur ce que vivent les personnages de manière très personnelle. Et oui, on le ressent à travers les violons, mais pour une fois qu'on a un film français qui met l'armée française, les sous-marins français, et donc quelque part la France, comme capable d'intervenir sur le plan international et d'avoir un réel impact sur la survie de l'humanité, en quelque sorte, j'ai besoin de ressentir cette épique. J'ai besoin d'avoir des cuivres. Là, soit ils sont à très bas volume, soit ils sont carrément absents. Alors oui, les passages, on est très proche du personnage, genre à 2 cm. Oui, là, on a des violons, c'est normal, puisqu'on est juste à côté du personnage et que c'est lui que c'est important. Mais quand tu es loin de tout ce qui se passe et que tu as juste 2 sous-marins qui se tirent dessus avec comme conséquence quasiment la survie de l'humanité et la guerre nucléaire générale, mettez-moi des putains de cuivres! Et c'est pareil sur le mixage. Alors oui, quand on est dans l'eau, c'est normal d'avoir ce son un peu étouffé quand on est en intérieur, puisque ça nous fait ressentir le fait que les sous-mariniers soient dans un tout petit espace, qu'ils soient tous confinés, et ça je peux le comprendre. Mais à un moment donné, on est complètement sorti de l'eau, d'ailleurs on n'y reviendra pas, puisque c'est la fin du film, et sur ce passage, le mixage sonne tout petit. C'est un problème de mixage dans le sens que la réverbération qui a été mise sur ce morceau de musique et sur les instruments les font sonner dans un petit espace. Là, on est à l'air, surtout que la dernière image du film, les dernières images du film, c'est l'océan immense avec pas un brin de terre à l'horizon et le ciel. Donc c'est des espaces immenses, des espaces très grands. Si on montre juste l'océan et pas la terre et pas un port et pas les personnages, c'est pour montrer que ça concerne le monde entier. Mais ça sonne tout petit, comme si ça concernait personne. Surtout que le pire, c'est que ça impacte l'aspect dramatique du film. On aurait été dans un film américain, on aurait eu des putains de trompettes, des putains de cordes, des trucs qui résonnent de folie, et qu'on aurait plus d'oreilles juste pour en parler à la fin du film. Mais là, non, on a un... Je sais même pas comment le dire proprement, j'ai que des images sales en tête pour pouvoir en parler. J'allais dire je chipote un peu, oui et non, parce que je trouve que ça réduit l'aspect dramatique de la fin du film. Mais tout le film est vraiment très bon, et je pense clairement que il fait clairement partie de mes films français préférés. Voilà, c'était tout pour les films que j'ai vus en février. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Ciao!